Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Didier Guillaume se retire de la vie politique. Le président des socialistes au Sénat l'a annoncé sur sa page Facebook. 3 mois après sa réélection, il l'a confirmé ce matin lors de la réunion de son groupe. Un choix mûrement réfléchi selon le parlementaire. Vous l'entendrez dans un instant. Emmanuel Macron à Calais, le chef de l'État refuse toute nouvelle jungle en plein débat sur le futur projet de loi immigration et asile. Il a apporté son soutien aux forces de l'ordre, louant l'équilibre entre devoir d'humanité et respect de l'ordre républicain. Nous serons en direct dans cette édition. Et la politique migratoire, ce sera un des thèmes de la première séance de questions d'actualité au gouvernement de l'année 2018. C'est à suivre en direct sur notre antenne dans moins d'un quart d'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Sameria Rojek et Tam Trani en direct du Sénat et Quentin Calmet à Calais. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Didier Guillaume, président du groupe PS et sénateur de la Drôme, a choisi de se retirer de la vie politique. Il l'a annoncé à ses collègues au Sénat ce matin lors de la réunion du groupe. Il revient pour Public Sénat sur les raisons de ce choix qui a surpris tout le monde. Il était au micro de Marie Brémaud et de Simon Barbarie. C'est un choix mûrement réfléchi, ça fait quelques semaines que j'y pensais. Voilà, j'étais très heureux de cet engagement politique depuis tant d'années, très heureux d'avoir été élu local, maire, conseiller général, président du département, sénateur. Ici même au Sénat, je me suis vraiment éclaté, c'était formidable. Comme premier vice-président, comme président de groupe, j'ai vécu des moments vraiment très beaux, mais j'ai pensé qu'à un certain moment, à mon âge, je pouvais tourner la page et faire autre chose, un nouveau challenge professionnel, et c'est ce que je vais tenter maintenant de faire. Qu'est-ce que vous retenez de votre présidence de groupe, s'il y a une chose en particulier ? L'ambiance amicale et fraternelle que l'on rencontre avec des gens des sénateurs qui viennent de tous les coins de France, dont au début de mandat on se connaît assez peu, avec tous les accents, et qui ont tous le même objectif chevillé au corps, c'est se faire progresser le pays, parce que quand on est parlementaire, on veut faire progresser le pays, on a tous été comme ça, faire progresser les idées de gauche que nous avons, et faire en sorte de rapprocher les idées, parce que c'est toujours pas simple lorsqu'on est élu parisien ou élu des Alpes de Haute-Provence, lorsqu'on est sénatrice des Hautes-Pyrénées ou lorsque l'on est sénateur des Hauts-de-Seine, on n'a pas la même histoire. Et c'est ça la force de l'engagement politique et du Parlement français. Il y a eu des moments plus difficiles aussi, vous parlez dans votre message des turbulences du quinquennat. Oui, parce que moi j'ai été premier vice-président du Sénat et puis président de groupe pendant une grande partie du quinquennat. Il y a eu des turbulences, hein, tout le monde le voit bien, mais ça fait partie de la vie politique et de l'engagement. Alors, je vous le disais, cette annonce a surpris largement au sein du groupe parlementaire, d'autant que Didier Guillaume avait été réélu il y a 3 mois lors du renouvellement de septembre. Les réactions avec Marie Brémaud. C'est via son compte Facebook, dans la matinée, que Didier Guillaume a annoncé son retrait de la vie politique. Un message publié quelques minutes avant le début de la réunion de groupe socialiste hebdomadaire au Sénat. Une surprise pour la majorité des sénateurs présents. C'est une décision personnelle qu'il a prise. Bon, on peut le regretter parce que c'est vrai qu'on venait de l'élire il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, après, c'est son choix et ça lui appartient. Mais ce matin, l'heure était aux louanges. Didier Guillaume a fait son travail, aussi bien dans la Drôme qu'au Sénat. C'est un homme de conviction, un homme de gauche. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je l'ai exprimé aussi, mais je salue encore une fois ses convictions, son travail depuis de nombreuses années pour ses concitoyens et pour notre parti. Le sénateur de la Drôme quitte aujourd'hui une vie politique entamée dans les années 1980. On était dans les équipes de Lionel Jospin quelques décennies, et c'est un ami et je lui reconnais maintenant cette capacité à aller refaire une vie ailleurs. Voilà, bon vent à lui. À 58 ans, on le dit partant dans le milieu du rugby. Le nom de son successeur à la présidence du groupe socialiste au Sénat sera connu mardi prochain.
Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à ce départ. À vos côtés, la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac. Bonjour Frédérique Espagnac. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Voilà Didier Guillaume qui, à la surprise générale, quitte la présidence du groupe socialiste au Sénat. Votre réaction, cette décision, vous la comprenez, vous la regrettez ? C'est une décision personnelle, donc je peux que la respecter. En même temps, oui, je le regrette parce que je crois que Didier a joué un rôle très important comme président de groupe. Il a été, vous le savez, vice-président du Sénat à l'époque de Jean-Pierre Bel aussi. Donc c'est vrai que c'était un pilier, en tout cas, du groupe socialiste au Sénat. Je respecte aussi la décision de l'homme parce que je crois que, on parle souvent des politiques qui s'accrochent, c'est un vrai choix de vie, je crois aussi, et donc je le salue. Son successeur sera élu mardi prochain. Qui pour le remplacer? Est-ce que vous êtes vous-même, Frédérique Espagnac, est-ce que vous êtes vous-même candidate? Vous savez, dans la période, il y a toujours beaucoup de candidats à tout en ce moment. Je crois qu'il ne faut surtout pas penser à l'intérêt, tout simplement, des valeurs, des convictions, du collectif. Voilà, donc il y a un cahier des charges, je pense, à remplir. Donc c'est pas. Est-ce que vous le remplissez, ce cahier des charges? La question n'est pas telle ou telle. La question, c'est vraiment, je crois, défendre les valeurs, les incarner et faire du collectif. Je crois que c'est la base, en tout cas, de ce qu'il faudra à la candidate ou au candidat pour potentiellement être élu par les socialistes mardi prochain. Et même question pour la tête du Parti socialiste cette fois-ci. 5 candidats déclarés, 5 candidats avec Delphine Batho hier. Qui allez-vous soutenir pour prendre la tête, pour renouveler, pour incarner le changement dont le parti a besoin? Je réponds la même chose aujourd'hui. Pour l'instant, il y en a 5 et je crois savoir qu'il y en a encore d'autres. J'ai envie de dire à mes amis socialistes, un peu d'esprit de responsabilité. Faisons attention aux mots que nous utilisons. Quand j'entends hier Delphine Batho parler de mafia, je crois que le Parti socialiste va suffisamment mal. On a un travail à faire de fond, à repenser en tout cas la société de demain, les propositions, un droit d'inventaire aussi. Et je suis hollandaise, je peux le dire. Voilà, donc c'est ça que le Parti socialiste a à faire avant de penser au destin des uns et des autres, aux individualités. Pensons au collectif. Très bien, merci beaucoup. Merci Frédérique Espagnac pour cette réaction directe. Merci. Merci à vous, Saveria. Et l'autre temps fort de l'actualité, aujourd'hui, c'est cette visite d'Emmanuel Macron à Calais, 14 mois après le démantèlement de la jungle et en plein débat sur la réforme du droit d'asile. Cette visite était très attendue sur fond de boycott des associations. Le chef de l'État a tenu à rappeler son soutien aux forces de l'ordre, tout en leur demandant d'être exemplaires vis-à-vis des migrants. On l'écoute. Vous devez être exemplaires. J'exige que chacun dans la République reconnaisse votre dignité, je viens de le dire. Mais nous devons, et la République se doit, de reconnaître la dignité de chacun. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je sais que le respect de ces règles est au cœur de vos missions. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. Et on va tout de suite retrouver sur place Quentin Calmet. Quentin, vous avez suivi pour nous cette visite présidentielle. Comment ce discours a-t-il été accueilli ? Eh bien, Delphine, avec ce déplacement, Emmanuel Macron, il entend jouer sur tous les tableaux afin de défendre sa politique en matière d'immigration. Tout d'abord, ce matin, dans un centre d'accueil des migrants, ce midi avec les forces de l'ordre, cet après-midi avec les élus et ce soir avec les associations fidèles à sa ligne en même temps qui caractérise le début de sa présidence. Dans le discours d'1 heure prononcé face aux forces de l'ordre, il a tenu à remercier les quelques 1130 policiers et gendarmes qui sont déployés dans le Calaisis, reconnaissant que leur métier et que leur mission ici était hors norme. Aux élus, il a pu garantir qu'en aucun cas il ne laisserait se développer à Calais de nouvelles occupations illégales du territoire. Enfin, aux associations, il a annoncé que c'est désormais l'État qui allait prendre en charge la distribution des repas aux migrants. Tous ces messages afin de tenter d'apaiser toutes les critiques qui depuis plusieurs semaines dénoncent un coup de barre à droite sur la politique migratoire. Le chef de l'État, il entend être lui fidèle à un équilibre entre humanité et autorité et c'est cet équilibre qu'il est venu défendre ici sur un territoire particulièrement touché par cette problématique et où encore environ 600 migrants sont encore dispersés autour de Calais.
Merci à vous, Quentin, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. C'est une visite inédite, celle de Gérard Larcher à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat a assisté ce matin à la réunion du groupe LR. C'est le patron des députés, Christian Jacob, qui a pris l'initiative. Objectif, faire le point devant Laurent Wauquiez, également présent, sur le travail entrepris au Palais du Luxembourg sur la réforme constitutionnelle. Samia Dechir avec la rédaction de LCPAN. Les droites parlementaires partagent les mêmes blocages sur la réforme constitutionnelle. Gérard Larcher s'est rendu ce matin à la réunion de groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. En présence du président du parti, Laurent Wauquiez, il a rappelé son opposition à la limitation du cumul des mandats dans le temps, au redécoupage territorial lié à la réduction du nombre de parlementaires, ou encore sa méfiance à l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Autant de lignes rouges partagées par les députés de droite. Nous sommes bien sur la même longueur d'onde, sur la proportionnelle que nous refusons pour l'essentiel, pour le maintien des liens avec les territoires, pour des relations différentes entre le Parlement et le gouvernement. Donc pour l'essentiel, on est vraiment sur la même longueur d'onde et encore une fois, les travaux sont loin d'être finis. Les droites parlementaires n'entendent pas pour autant bloquer la réforme constitutionnelle, mais elles seront fermes dans les négociations avec l'exécutif. Pour faire passer sa révision constitutionnelle, Emmanuel Macron doit rallier les 3/5 des parlementaires. Il a donc besoin des voix de la droite. On va retourner à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec Christophe Castaner, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, pour une réaction à cette visite de Gérard Larcher à l'Assemblée nationale. Absolument. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Avant de vous interroger, on vient de le voir, sur la réforme constitutionnelle. Peut-être une réaction au discours d'Emmanuel Macron à Calais, un discours ferme. On a senti le chef de l'État presque en colère face aux accusations qui visent les forces de l'ordre. Oui, évidemment, cette mise en cause des forces de l'ordre qui, derrière cela, voudrait mettre en cause la capacité de la France à accueillir les demandeurs d'asile. Or, aujourd'hui, on le voit, cette année, un nombre plus important encore sont accueillis. Des moyens exceptionnels ont été votés dès le cœur de cet été. Quand on économisait 4,5 milliards d'euros, vous vous souvenez de ce moment-là, eh bien, on a assumé d'augmenter les moyens pour renforcer l'intégration et l'accueil. Et donc, effectivement, ces mises en cause permanentes de nos forces de l'ordre ne sont pas acceptables. Mais en même temps, le président de la République a rappelé que nos forces de l'ordre, parce qu'ils portaient un uniforme, devaient être exemplaires, plus encore. On fait des accusations que personne n'a prouvées à ce jour, mais si ces accusations étaient avérées, il faudrait des sanctions, c'est ce qu'a rappelé le président de la République. Est-ce que la politique migratoire de la France, elle contredit la tradition humaniste de notre pays? C'est ce dont est accusé votre gouvernement aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que depuis 30 ans, on accueille bien les réfugiés? Est-ce qu'on garantit l'intégration? Est-ce qu'on loge? Est-ce qu'on facilite l'accès au travail? La réponse est non. Nous le savons tous. Alors je crois que le débat aujourd'hui, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Il est justement de se donner les moyens de mieux intégrer celles et ceux qu'on accueille. Pour cela, il nous faut être plus généreux sur l'accueil des réfugiés en nombre, mais aussi en qualité de l'accompagnement, et être strict avec celles et ceux qui, parce qu'il y a une décision de justice de reconduite à la frontière, doivent être reconduits à la frontière. Le temps presse, Christophe Castaner. La réforme constitutionnelle, Gérard Larcher était ce matin, on l'a vu à la réunion du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Où en sont les discussions? Est-ce que vous pensez trouver un point d'accord avec le président du Sénat? Écoutez, moi je souhaite avec le président du Sénat, je le souhaite avec les sénateurs sur la base des attentes des Français. Les attentes des Français, c'est la baisse du nombre de parlementaires, c'est aussi la limitation dans le temps du renouvellement des mandats. Imaginez qu'un parlementaire aujourd'hui, si nous appliquions la règle demain, pourrait l'être encore pendant 18 ans. Je pense que c'est acceptable et que c'est une bonne mesure, c'est au moins ce que les Français souhaitent. Cette limitation du nombre de mandats, c'est une des lignes rouges de Gérard Larcher, il l'a dit. Il l'a dit, je sais que c'est la position des Républicains, je l'ai vu aux côtés de Laurent Wauquiez ce matin à l'Assemblée nationale. C'est la position de son parti politique. Moi, je lui tends la main et je l'invite à poursuivre les discussions. Je crois que les Français ont besoin de ce signe fort. Il est important qu'on puisse le donner ensemble. Une main tendue, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Christophe Castaner d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Et on va retourner à présent dans l'hémicycle où vous attendez, Tam Tranui, le début de la reprise des travaux parlementaires et de cette séance de questions d'actualité du mardi. Quel est l'ordre du jour, Tam ?
Eh bien, écoutez, au programme de ces premières questions d'actualité au gouvernement de 2018, eh bien, des sujets qui inquiétaient déjà en 2017 les sénateurs et notamment la question de la suppression de la taxe d'habitation. Alors, il va y avoir 2 questions sur ce sujet, celle de Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Du côté du groupe des Républicains, c'est Michel Savin qui lui posera une question. Je rappelle que la taxe d'habitation, eh bien, elle doit diminuer sur les 2 prochaines années et disparaître à la fin du quinquennat, ce qui représente un manque à gagner de 8,5 milliards d'euros par an. Eh bien, reste à savoir comment compenser ce manque à gagner et comment réaménager la fiscalité affectée aux collectivités. Autre sujet sur lequel il va y avoir plusieurs questions de poser, la plateforme Parcoursup qui succède au très décrié système APB. Parcoursup a donc été ouvert ce lundi, va permettre aux 800 000 lycéens et aux étudiants qui sont en réorientation d'y inscrire leurs vœux pour leur première année d'études supérieures. Cela sur le fond d'un débat que l'on connaît sur le caractère sélectif ou non de l'université. Enfin, notez également la question de la sénatrice socialiste du Pas-de-Calais, Sabine Van Heghe, qui interrogera, elle, le gouvernement sur sa politique en matière d'asile et d'immigration. Notez que c'est Jacqueline Gourault qui va répondre à la question de la sénatrice socialiste, puisque Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a lui accompagné Emmanuel Macron à Calais, là où le président de la République a fait un déplacement sur ce thème. On en a parlé tout à l'heure. Merci à vous, Tam. Effectivement, on va prendre dans un instant la direction de l'hémicycle pour le début de cette séance de questions d'actualité. On le voit, les sénateurs s'installent. La séance devrait débuter. Tam Tranui nous l'a rappelé. Il y aura des questions sur la suppression de la taxe d'habitation. Y aura-t-il ou pas un nouvel impôt? On sait qu'il y a peut-être une certaine cacophonie au sein du gouvernement sur ce thème. Une question sur les ruptures conventionnelles collectives. Ce sera d'ailleurs la première question du sénateur à La République En Marche, Frédéric Marchand, qu'il va adresser tout de suite à Muriel Pénicaud. La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement et le moi m'invite à vous présenter au nom du Sénat, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs les ministres, et à vous tous mes chers collègues, nous l'avons fait de manière diverse par échange entre nous. Mes meilleurs vœux pour cette année, une bonne année pour notre pays, une bonne année pour le Sénat, une bonne année pour chacune et chacun d'entre vous. Nous sommes retransmis sur Public Sénat, sur le site internet et sur Facebook. Chacun sera attentif au temps et au respect des uns et des autres. La parole est à notre collègue Frédéric Marchand pour le groupe République En Marche. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. L'accord de rupture conventionnelle collective, RCC, a été adopté l'an dernier dans le cadre des ordonnances réformant le droit du travail. Il s'agit d'un nouvel outil de gestion des compétences et des parcours professionnels à la main des partenaires sociaux, dont se sont saisies dans le Nord 2 entreprises, PSA et Pimki, la presse s'en faisant largement l'écho ces derniers jours. 3 conditions sont nécessaires à un tel accord. Concrètement, les ordonnances imposent aux entreprises intéressées de signer un accord majoritaire avec les syndicats, représentant plus de 50% des salariés. Dans le cas de l'entreprise Pimki, une majorité de syndicats ayant refusé l'accord RCC, celui-ci n'a pas pu être appliqué. Cela souligne bien le réel pouvoir des syndicats dans l'application de cet outil. Cet accord doit notamment fixer le nombre de départs envisagés, l'indemnité proposée, les critères pour départager les volontaires ou encore les mesures de reclassement pour aider les ex-salariés à retrouver un emploi. L'accord doit être homologué par l'administration qui contrôle ensuite son application. La même administration s'assurera notamment qu'il ne s'agit pas de pré-retraite déguisée et que l'accord est en mesure de prévoir des mesures d'accompagnement et de reclassement. Les salariés doivent être volontaires pour bénéficier des mesures négociées par les partenaires sociaux. L'accord de RCC permet aux salariés de bénéficier, en plus des indemnités chômage, de toutes les mesures qui seront négociées dans l'accord, par exemple des indemnités spécifiques, des mesures de reclassement et d'accompagnement. De surcroît, ces indemnités bénéficient d'un régime social et fiscal favorable, comme pour les plans de départ volontaires. Il apparaît donc qu'il s'agit d'un outil qui doit ménager le climat social de l'entreprise, car plus consensuel et plus sûr sur le plan juridique qu'un PSE. Devant les interrogations légitimes des salariés concernés, et de par l'utilisation excessive pouvant être faite sur le sujet, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous confirmer, comme cela
a été dit dans le cas de Pimki, PSA et de main d'autres qu'il ne s'agit en aucun cas, comme on peut le dire, avec la procédure de RCC, de licenciement déguisé sans protection pour les salariés. Merci. La parole est pour vous répondre à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Frédéric Marchand, je vous remercie doublement. D'abord de me faire l'honneur de répondre à la première question de l'année. Bon, je vous souhaite la meilleure année à tous. Et deuxièmement, parce que sur cette question, je pense qu'il est bien de redire, de réexpliquer ce qui a été voté dans le cadre de la loi sur le renforcement du dialogue social et les ordonnances. La rupture conventionnelle collective s'inspire de la rupture conventionnelle individuelle qui a été créée il y a quelques années et qui vise à éviter un traumatisme de licenciement lorsque tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, ça veut dire quoi? On parle d'entreprises qui ont besoin de faire une réorganisation ou une restructuration, mais où l'employeur et les organisations syndicales sont d'accord sur les conditions et surtout sur lequel les salariés sont strictement volontaires et l'ensemble des salariés strictement volontaires. Donc ça ne traitera pas de tous les cas de restructuration, c'est une innovation qui traite un certain nombre de cas, qu'on voyait de plus en plus, que la jurisprudence d'ailleurs reconnaissait, mais qui n'avait pas de cadre juridique. Le cas où on évite, le choc terrible du licenciement collectif contraint, et où, avec 3 verrous et 3 sécurités, on peut avoir une négociation qui est beaucoup plus positive pour tout le monde. Les 3 verrous, vous l'avez rappelé, c'est 1, il faut un accord majoritaire des syndicats, 2, les salariés doivent être tous strictement volontaires, et 3, il y aura une homologation de la directe pour éviter et pour bien vérifier la conformité. Donc, dans tous les cas, ça ne peut être qu'une démarche positive à la place de quelque chose qui serait plus négatif et plus difficile ou plus traumatisant pour les salariés. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, depuis quelques semaines, il y a des projets, et il y en a où les syndicats et les salariés sont volontaires, et donc ça marche. C'est le cas de PSA. Et d'ailleurs, c'est dans une démarche très constructive de recrutement d'emplois en même temps. Et puis d'autres cas où les syndicats ne sont pas d'accord, les salariés non plus, ça ne passe pas, ce qui prouve que ce que nous avons fait ensemble est assez robuste, et je vous en remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Raymond Vall pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, et pour 2 minutes, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, l'accès au réseau mobile est une attente majeure de nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent en zone rurale, qui ont entendu bien des promesses depuis longtemps. Il s'agit d'un outil majeur d'aménagement des territoires et le président de la République s'est ainsi engagé à généraliser une couverture mobile de qualité avant 2020. Aux côtés de M. Jacques Mézard, vous avez annoncé dimanche soir avoir abouti à un accord avec les opérateurs de télécommunications, accord qui prévoit un investissement de plus de 3 milliards d'euros supplémentaires au service de cet engagement. Il s'agit d'une mesure de justice indispensable à la cohésion de notre pays et surtout à l'égalité des territoires. Mais je vous rappelle que de telles promesses ont déjà été faites, sans que les résultats se montrent à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Aussi, Monsieur le ministre, je vous demande de nous préciser ce que cet accord apporte réellement de nouveau et en quoi il pourra réussir là où les initiatives précédentes n'ont pu aboutir. Et aussi, quelle simplification administrative allez-vous mettre en œuvre? Enfin, il me paraît important, Monsieur le ministre, que vous nous indiquiez comment vous vous êtes assuré que cet accord était, du point de vue de l'État, un bon accord, et quel sera le rôle des élus locaux qui sont aujourd'hui découragés parce qu'ils n'ont aucune prise sur les décisions des opérateurs. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Julien Denormandie, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Effectivement, vous avez raison, la fracture numérique, la fracture de la téléphonie mobile est l'une des principales inégalités que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays. Et donc il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que certains villages soient considérés comme des villages dits zones blanches, c'est-à-dire des villages où il n'est pas possible soit d'avoir tout simplement de la téléphonie mobile, soit même d'avoir de la téléphonie mobile de bonne qualité. Et donc effectivement, avec Jacques Mézard, avec Mounir Majoubi, avec Bruno Le Maire, nous avons conclu un accord historique avec les 4 opérateurs ces derniers jours. Cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit? Il faut retenir 3 choses. La première, c'est que les opérateurs se sont engagés à investir 3 milliards d'euros
dans les zones les moins peuplées, les moins denses, pour justement remédier à ces villages où il n'est pas possible d'avoir la téléphonie mobile. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les 3 prochaines années, ce seront à peu près les infrastructures des 15 dernières années qui seront implémentées sur le territoire. Et qui plus est, les élus locaux auront un rôle particulier puisque l'accord prévoit qu'une grande partie de ces sites seront identifiés par les élus locaux directement. Deuxième élément, c'est le déploiement de la 4G sur le territoire. Plus de 10 000 communes demain auront la 4G alors qu'aujourd'hui elles n'ont que la 2G et 3G. C'est d'autant plus important que c'est la 4G qui apporte Internet sur votre téléphone. Et troisième élément, c'est un renforcement de la couverture sur les axes routiers. Alors fondamentalement, la question que vous posez est la bonne, c'est-à-dire pourquoi cette fois-ci ça va marcher alors que par le passé, plusieurs nous avaient promis la même chose. Pourquoi ça va marcher? Parce qu'on a changé de paradigme. On a fait un accord contraignant avec un principe assez simple. Quand vous êtes un opérateur de téléphonie mobile, pour fonctionner, vous avez besoin de fréquences, d'autorisation, de licences que vous délivre l'État. Et là, on a passé un contrat avec les opérateurs en leur disant on vous renouvelle, on vous donne de nouvelles fréquences, si et seulement si vous engagez de manière contraignante à mettre en place l'ensemble des investissements que j'évoquais. Merci. Monsieur Val. Monsieur le ministre, je vous remercie. Nous prenons acte de vos engagements et nous saurons vous les rappeler si nécessaire. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les lycéennes et les lycéens peuvent accéder depuis hier au portail Parcoursup qui remplace le dispositif admission post-bac dit APB. Ils pourront prochainement mettre en ligne les dossiers qui seront examinés par les universités en fonction d'attendus qu'elles élaborent en ce moment. Par ces attendus, en dehors de tout cadre légal, plusieurs universités demandent aux candidats et candidates des lettres de motivation, des justificatifs de stage ou encore des diplômes comme le BAFA. Elles ont parfaitement compris le sens de votre projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants et mettent en place une sélection drastique que vous n'assumez pas politiquement. Tout se passe donc comme si les dispositions de votre loi étaient appliquées avant même d'avoir été discutées par notre Haute Assemblée qui en débattra les 7 et 8 février prochains. Nous vous demandons donc solennellement, Monsieur le Premier ministre, de respecter les prérogatives constitutionnelles de notre Assemblée et de surseoir sans délai à l'application d'une loi qui n'a été ni examinée, ni encore loin de là votée par le Sénat. Le Sénat doit être respecté. Dans le cas contraire, notre groupe se réserve la possibilité de déférer devant les juridictions administratives les actes des universités qui seraient contraires aux dispositions du Code de l'éducation et qui s'appliquent aujourd'hui. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur la mise en place de cette nouvelle plateforme intitulée Parcoursup qui vient remplacer le précédent dispositif que chacun connaît sous le nom d'APB. Et vous en profitez pour évoquer la question d'une sélection qui ne dirait pas son nom au moment de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Elle existe, cette sélection, Monsieur le Sénateur. Elle existe aujourd'hui, elle existait hier. Un bon nombre d'étudiants qui rentrent dans l'enseignement supérieur accèdent à des filières sélectives aujourd'hui. Vous le savez, pas tous, mais beaucoup entrent dans des filières sélectives. Les IUT, les classes préparatoires. Bon. Et puis, il y en a un certain nombre qui rentrent dans des filières qui sont dites non sélectives. Mais dans ces filières non sélectives, il y a une sélection. C'est une sélection par l'échec. C'est une sélection qui conduit, ayons en tête les ordres de grandeur, Monsieur le Sénateur, qui conduit 60% de ceux qui s'inscrivent en première année à ne pas obtenir le diplôme de licence au bout de 4 ans, c'est-à-dire avec une année de redoublement, au bout de 4 ans. C'est une sélection par l'échec qui, bien souvent, vient sanctionner un défaut en matière d'orientation. Et vous savez parfaitement que dans ces filières non sélectives, pour faire face
à l'afflux de candidatures, il a été choisi, il y a quelques années, de recourir au mode du tirage au sort. Je trouve ce mode à la fois injuste et en vérité assez scandaleux. Et je ne suis pas le seul à le trouver, monsieur le sénateur. Vous vous souvenez certainement de l'émotion formulée par les Français lorsqu'ils se sont rendus compte que l'année dernière, le nombre de ceux qui devaient subir ce système de tirage au sort était incroyablement élevé et qu'il allait encore s'accroître au fur et à mesure des années qui viennent. Eh bien, nous avons décidé de rompre avec ce système. Nous avons décidé de créer un dispositif qui informe mieux les lycéens sur les compétences qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir une chance raisonnable de réussir. Cela ne veut pas dire, monsieur le sénateur, que quelqu'un d'autre qu'eux fasse le choix définitif, mais que nous plaçons les lycéens en mesure de savoir très exactement les attendus, vous les avez évoqués, c'est-à-dire la base nécessaire pour réussir dans cette filière. Et s'ils ne les ont pas, mais qu'ils veulent néanmoins s'inscrire dans cette filière, l'établissement d'enseignement supérieur, l'université, devra proposer un parcours particulier justement pour permettre à l'étudiant de se placer dans la meilleure des situations pour réussir sa formation. Plus d'informations, monsieur le sénateur, mieux d'orientation et plus d'accompagnement. Vous savez que depuis lundi, depuis hier, la plateforme est ouverte, non pas aux inscriptions, ce sera à partir de lundi prochain, mais ouverte pour que chacun puisse commencer à la consulter. Nous avons mis en place un système dans lequel 2 professeurs principaux par classe de terminale peuvent accompagner les lycéens, justement parce que nous pensons que l'orientation passe par plus d'accompagnement et plus d'accompagnement humain. Les élèves auront jusqu'au 13 mars pour formuler les 10 vœux qui leur permettront ensuite d'accéder aux filières d'enseignement supérieur qu'ils recherchent. Et les résultats arriveront en mai. Et personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Les dispositions ont été prises pour que ce mécanisme d'information, ce mécanisme d'orientation permette de traiter l'ensemble des demandes. Nous allons passer donc d'un tirage au sort mécanique à une orientation mieux assumée. Je crois que c'est un progrès, monsieur le sénateur. Je le pense sincèrement et le Sénat aura l'occasion d'en discuter. Vous l'avez rappelé, au début du mois de février, le débat sera complet, tout sera sur la table. On aura même un certain nombre de retours des dispositions et du fonctionnement, des premiers éléments de fonctionnement de la plateforme, non pas du tout des résultats, mais de la première approche de la plateforme. Je pense que ce sera un bon débat et je serai heureux de l'avoir avec vous, monsieur le sénateur. Monsieur Feuillet, pour répondre, vous avez 23 secondes. Merci, monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Vous n'avez pas répondu sur la méthode. Nous le regrettons. Il y a déjà cette loi qui est mise en application alors que nous ne l'avons pas ici examinée. Et sur le fond, nous avons toujours refusé cette sélection et nous avons refusé aussi le tirage au sort qui était fait, vous le savez, par un décret illégal du prochain gouvernement. Il faut 1 milliard d'investissements pour répondre aux 40 000 besoins qui, chaque année, de nouveaux bacheliers arrivent à l'université. Voilà ce qu'il faut. Il faut de la volonté politique pour aller chercher l'argent qui répond aux besoins humains. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la taxe d'habitation est un sujet qui inquiète et préoccupe beaucoup de maires et beaucoup d'élus. Il a été annoncé qu'elle serait complètement supprimée pour tous les contribuables. Donc, la question qui se pose est de savoir comment vont être compensés les 19 milliards environ que coûte la suppression totale de la taxe d'habitation. À cet égard, Monsieur le Président de la République a annoncé qu'il y aurait un groupe de travail, qui travaille beaucoup d'ailleurs, sur la réforme de la fiscalité locale, animé par Alain Richard et Dominique Bure. Et Madame Jacqueline Gourault, qui est une ancienne sénatrice, donc qui connaît bien ces sujets, a déclaré à la chaîne parlementaire qu'il y aurait nécessairement un nouvel impôt plus juste, ce qui paraît finalement assez logique. Et Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le maire, vous avez dit illico que pas du tout, qu'il n'y aurait pas de nouvel impôt. Alors, nous sommes interrogatifs.
est-ce que cela signifie que vous allez maintenir les impôts existants, mais augmenter l'un des impôts existants? Si vous n'augmentez pas, alors si vous augmentez l'un des impôts existants, lequel? Et si vous n'augmentez pas l'un des impôts existants, comment trouvez-vous les 19 milliards? Voilà une question assez simple. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, Jean-Pierre Sueur. D'abord, ne surinterprétez pas les propos de la ministre Jacqueline Gourault. Relisez-les attentivement, vous verrez qu'ils ne sont pas en contradiction avec ceux qui ont été tenus par le Premier ministre et par moi-même, je vous le redis, il n'y aura pas de nouvel impôt pendant la durée du quinquennat. La taxe d'habitation, vous l'avez dit, Monsieur Jean-Pierre Sueur, est un sujet de préoccupation pour les communes. Moi, je crois que c'est surtout un sujet de préoccupation pour les contribuables. Et que les contribuables vont être soulagés de voir la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici la fin du quinquennat. Vous me permettrez d'abord une première observation, c'est que nous avons supprimé la taxe d'habitation, nous sommes en cours de suppression de cette taxe pour 80% des contribuables français, ceux qui ont un revenu inférieur à 2 500 € par mois, et que c'est parfaitement financé, que la trajectoire budgétaire est respectée, que nous avons même réussi à obtenir une amélioration du déficit budgétaire de 6 milliards d'euros en 2017, preuve que les comptes publics de la France sont bien tenus sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Il nous reste ensuite non pas 19 milliards d'euros, mais 8,5 milliards d'euros supplémentaires à trouver pour financer la suppression totale de la taxe d'habitation. Il y a 3 pistes qui sont sur la table lorsque l'on veut trouver des recettes supplémentaires. La première piste, celle que vous oubliez de mentionner, mais ça ne m'étonne pas de votre part, c'est de réduire davantage la dépense publique. C'est une des propositions qui peut être faite pour financer 8,5 milliards d'euros supplémentaires. La deuxième proposition, qui est possible, comme l'a indiqué le Président de la République, c'est d'affecter une part d'un impôt national aux collectivités locales. C'est la deuxième piste qui peut être mise à l'étude. Et la troisième, c'est une refonte des taxes locales et de la fiscalité locale. C'est ce qui sera examiné par M. Bur et par M. Richard. Attendez les résultats de ces travaux avant de vous prononcer. Ces 8,5 milliards d'euros seront financés, comme toutes les mesures que nous avons prises le sont jusqu'à présent. Merci. Monsieur Sueur. Monsieur le ministre, vous savez très bien que vous ne nous avez pas convaincus parce que vous avez dit d'abord qu'on peut faire des économies, certes, tout en restant dans les règles européennes, etc. C'est sûr. Vous avez dit ensuite que l'on pouvait tirer parti d'un impôt national, mais qui est quand même payé par les contribuables. Je crois que tout le monde le sait, tout le monde le comprend ici. Et troisièmement, vous avez dit qu'on peut faire une refonte entre les impôts locaux. Mais si on fait une refonte et s'il faut dégager davantage d'argent, il faut bien qu'il y ait un impôt qui augmente. Donc dans tous les cas, il faut bien trouver quelque part les 19 milliards d'euros. Voilà. Et conclure. J'arrête là parce que... Il faut conclure parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, à mon avis. C'est tout à fait, Monsieur le Président. En plus, l'autonomie fiscale garantie pour les communes, je me demande où on va la trouver. C'est fini, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la 52e édition du Consumer Electronics Show, le CES, s'est tenue à Las Vegas la semaine dernière. C'est un événement de renommée mondiale pour les nouvelles technologies et je salue le fait que la France y ait été particulièrement bien représentée avec plus de 320 start-up. C'était la 2e délégation étrangère après les États-Unis. Les territoires français étaient également très représentés avec un nombre très important de présidents de région, de présidents de métropole, de maires de notre pays.
Angers était également représenté et a capitalisé sur l'élan suscité par l'organisation du World Electronic Forum en novembre dernier à Angers. Oui, Monsieur le Ministre, la France et ses territoires ont des atouts incroyables pour faire rayonner la French Tech dans le monde et nous demeurons une grande nation d'innovation et de créativité. Cependant, les chiffres du commerce extérieur publiés la semaine dernière par les douanes annoncent un déficit abyssal de 60 milliards d'euros sur 12 mois et ils nuancent ces succès. Oui, nous innovons. Oui, nous sommes créatifs. Oui, notre écosystème de start-up est dense et performant. Mais il peine à se traduire dans une véritable stratégie de reconquête de parts de marché à l'étranger. Notre compétitivité au sein même de l'Union européenne ne cesse de s'éroder. À titre de comparaison, l'Allemagne affiche, elle, un excédent commercial de 227 milliards d'euros entre janvier et novembre 2017. Nos PME innovantes exportent peu, manquent souvent de la taille critique pour s'attaquer au marché étranger et ont du mal à trouver les financements nécessaires à leur croissance. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, la question est simple. Quelle est votre stratégie pour que la French Tech soit plus qu'une opération de communication à l'étranger et devienne une réalité industrielle qui mette la France dans les premiers rangs mondiaux de l'économie de demain? Merci. Monsieur le Ministre Bruno Le Maire. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Emmanuel Capus, vous avez raison de vanter les succès de la French Tech qui a encore montré au salon de Las Vegas sa compétence, son savoir-faire dans les domaines de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports autonomes, dans le domaine de la domotique. Je crois que nous avons là le fer de lance du savoir-faire et de la haute technologie française. De manière plus large, le chiffre du commerce extérieur. Personne ne peut se résigner à voir se creuser depuis le début des années 2000 le déficit commercial extérieur de la France. Il est le reflet de la perte de compétitivité de notre économie. Nous innovons, Monsieur le sénateur, mais je vais vous dire la réalité. Nous n'innovons pas assez. Nous n'investissons pas assez dans l'innovation. Les aides sont encore trop complexes, trop disparates. On peut faire beaucoup mieux pour améliorer la compétitivité de l'économie française. On peut le faire sur le coût de notre économie. Et c'est toutes les politiques qui sont prises actuellement par le Premier ministre pour réduire le coût du travail, zéro charge au niveau du SMIC, transformation du CICE en allègement de charges directes d'ici 2019. Ça permet de répondre à la question de la compétitivité des coûts de notre économie. Et puis, il y a la qualité de nos produits, ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Plus d'innovation, plus de recherche, plus d'investissement, mais toute la politique fiscale que nous avons mise en œuvre, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique, c'est pour permettre à nos entreprises d'investir et d'innover. Le fonds pour l'innovation de rupture que nous allons mettre en place dès ce mois-ci avec 10 milliards d'euros de dotation, c'est pour financer l'innovation de rupture, celle qui nous permettra de continuer à être une nation conquérante sur les marchés extérieurs. Personne ici, aucun citoyen, aucun chef d'entreprise, aucun salarié ne peut se résigner à avoir en Allemagne plus de 230 milliards d'euros d'excédent commercial et en France plus de 60 milliards d'euros de déficit. Nous gagnerons aussi cette bataille du commerce extérieur. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Michel Savin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors, autant dire qu'il est difficile d'intervenir après la prise de parole de notre collègue Sueur, parce que j'ai la même question concernant la taxe d'habitation. Et par contre, c'est vrai, Monsieur le ministre, que votre réponse nous laisse quand même assez dans le flou. Beaucoup de maires, et notre collègue l'a rappelé, sont inquiets et nous interpellent concernant les prises de position qui sont divergences des membres de votre gouvernement sur la réforme de la taxe d'habitation. La réforme n'est pas d'une simple suppression, c'est un dégrèvement et l'État se substitue donc au contribuable local. Cependant, l'histoire budgétaire nous rappelle que toute compensation reste fragile. Nous ne savons toujours pas comment l'État va le financer, ça a été rappelé. Elle se situe pourtant, cette participation, à hauteur de 20 milliards à l'horizon 2020.
Beaucoup d'élus craignent, à raison l'histoire ayant laissé des traces, que ce dégrèvement remette en cause l'autonomie financière des communes, principe pourtant constitutionnel. L'État manquant lui-même de ressources, il est étrange qu'il se permette de priver des leurs les collectivités étranglées depuis plusieurs années. Le Conseil constitutionnel a validé la loi de finances, mais il a émis de sérieuses réserves concernant ce dégrèvement qui pourtant portait dans un futur très proche des atteintes graves au principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Votre réponse, Monsieur le ministre, conforte le flou qu'il y a sur ce dossier. Et votre ministre, qui il y a quelques jours avait déclaré à juste raison qu'il faut parler de réforme fiscale et d'impôts plus justes, il y aurait bien évidemment besoin de ressources nouvelles pour les collectivités locales. Cela doit s'emboîter avec la fin de la taxe d'habitation. Ce ministre soulignait aussi que les discussions ont d'ores et déjà débuté. Aussi, pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, avec quelle instance représentante des collectivités vous discutez, si bien sûr vous avez déjà envisagé ces discussions? Au nom de la clarté, quelles sont vos réflexions pour cette nouvelle fiscalité? Y aura-t-il, oui ou non, un nouvel impôt local? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des Finances, Monsieur Le Maire. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Savin, il n'y a pas de flou dans ce que nous faisons. La meilleure preuve, c'est que vous avez déféré au Conseil constitutionnel un certain nombre de dispositions du projet de loi de finances pour 2018 et que l'intégralité de ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. Ensuite, personne ne peut se satisfaire de la complexité de la fiscalité locale actuelle. Si vous vous satisfaisez de la taxe d'habitation, expliquez-le aux contribuables et à nos concitoyens. Moi, j'estime que cette taxe d'habitation, elle est injuste, elle est incompréhensible et elle est inéquitable et il était temps de la supprimer. Et c'est l'honneur de cette majorité d'avoir le courage de réformer en profondeur la fiscalité locale. C'est l'honneur de cette majorité de répondre aux attentes de nos concitoyens et c'est l'honneur de cette majorité de rendre en moyenne 200 € de pouvoir d'achat en 2018 aux contribuables par la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables les plus modestes. Ensuite, les solutions, je vous les redis, elles sont sur la table. Participez. Répondez aux questions de M. Bur, aux questions de M. Richard sur la refonte des fiscalités locales. Vous avez des propositions, mais faites-les. M. Bur et M. Richard travaillent en toute transparence. Toutes les sénatrices, tous les sénateurs qui veulent apporter leurs propositions et leurs idées sont les bienvenus. Il n'y a qu'une seule idée que nous n'accepterons pas, c'est la création de nouveaux impôts pour les Français pendant la durée du quinquennat. Ensuite, regardez les propositions qui peuvent être faites en matière d'affectation d'une part de fiscalité nationale. Le président de la République a ouvert cette voie. Saisissez la main qui vous est tendue. Faites-nous des propositions en matière d'économie budgétaire. À chaque fois que nous réduisons les dépenses publiques, vous êtes les premiers à crier au loup. Surtout ne réduisez pas cette dépense, mais faites-nous des propositions de réduction de la dépense publique pour financer ces 8,5 milliards. Nous vous tendons la main pour réformer la fiscalité locale. Saisissez-la. La parole est maintenant à notre collègue Madame Nassima Dindar pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce midi, le Parlement européen s'est prononcé contre la généralisation de la pêche électrique. Nous saluons cette décision frappée au coin du bon sens. C'est une avancée considérable. Mais des inquiétudes fortes demeurent car il ne s'agit que d'une étape du long processus législatif européen. Pour que cette avancée devienne force de loi, le Conseil européen doit la valider. De quoi parlons-nous? La pêche électrique consiste à envoyer un courant électrique dans les électrodes placées sur les filets, paralysant les poissons pour les capturer plus facilement. Ce procédé redoutable et cruel était déjà interdit depuis 1998. Les Pays-Bas, notamment, profitaient d'une dérogation à titre exceptionnel pour une quinzaine de navires. Nos pêcheurs français, qui refusaient d'y avoir recours, subissaient les conséquences sur la ressource, car la mer du Nord devient bel et bien un cimetière marin. Alors même que nos pêcheurs se modernisent depuis plusieurs années, ils modernisent leur flotte, leurs techniques, afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité issus d'une pêche responsable et durable, leurs efforts sont rendus difficiles par un contexte juridique et politique et européen évoluant sans cesse. Monsieur le ministre, le gouvernement prend-il l'engagement de soutenir la même position au sein du Conseil européen? Le gouvernement s'engage-t-il à apporter la même vigilance
dans les mers de l'océan Indien pour que ces méthodes ravageuses ne s'y implantent pas, car il y a bel et bien un déplacement des flottes vers les mers de l'hémisphère sud encore poissonneuses. La nouvelle stratégie pour les RUP ouvre la porte sur certaines modifications. Nous comptons donc sur la vigilance du gouvernement. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Hulot, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dindar. En matière de folie, le pire n'est jamais certain. Et la pêche électrique, de mon point de vue, est une folie absolue. Je vous prie d'ailleurs de faire cette réponse, de m'excuser de faire cette réponse à la place du ministre de l'Agriculture, mais qui est en ce moment en train de rencontrer l'ensemble des acteurs de la filière laitière. Après le Conseil des ministres en mai dernier, c'était donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, au tour du Parlement européen de se prononcer. Très bonne nouvelle, belle coïncidence avec votre question, qui s'est prononcée pour une interdiction totale de cette pratique à la majorité. La France salue ce vote. Et je salue aussi les associations, dont l'association Bloom, qui nous a bien alertés sur cette pratique, me semble-t-il, d'un autre âge. Vous l'avez dit également, une phase de négociation s'ouvre avec le trilogue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Et maintenant, cette discussion va s'engager pendant plusieurs mois. La France continuera à être impliquée, comme elle l'a été depuis le débat, et elle dénonce effectivement cette pratique de pêche qui a non seulement des impacts sur l'environnement marin, mais sur la ressource halieutique. C'est une technique de pêche, vous l'avez dit, qui est doublement dangereuse. D'abord parce qu'elle impacte à la fois les écosystèmes, mais elle altère les stocks de poissons sans aucun discernement. Comme vous l'avez dit, on utilise un filet et simultanément une décharge électrique. La technique de pêche au chalut électrique fait l'objet non seulement en France d'une très forte opposition dans les milieux économiques, mais vous l'avez rappelé, pénalise également nos propres pêcheurs qui par ailleurs font beaucoup d'efforts et les mettent dans une situation de concurrence qui n'est pas acceptable. Donc je vous rassure, lors de la phase de trilogue qui s'ouvre, la France continuera évidemment son opposition et prônera le maintien d'une interdiction totale de cette pratique en Europe. Madame Dindar. Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu par ailleurs sur les mêmes règles qui prévalent pour la pêche dans l'hémisphère sud, qui correspondent aux mêmes règles européennes pour la pêche dans l'hémisphère nord, alors que nous ne sommes pas dans le même contexte et dans les mêmes mers. Et donc je voulais aussi pouvoir avoir une réponse de votre part sur ce volet-là. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Cazeau pour le groupe République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressera à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. L'année 2017 a de nouveau révélé la vétusté du parc ferroviaire français, premier moyen de transport collectif à distance. Nos concitoyens ont en effet été victimes des avaries techniques que rencontrent les lignes TGV partout en France, notamment sur le réseau Montparnasse. Le lundi 8 janvier, Madame la Ministre, vous avez rencontré les présidents du groupe SNCF Mobilité et Réseau, messieurs Guillaume Pépi et Patrick Jeantet, pour un bilan et des perspectives d'avenir. À l'issue de cette réunion de travail, vous avez obtenu des plans d'action concrets de la SNCF en matière de modernisation des réseaux, de sécurité des voyageurs et d'information des mêmes voyageurs. En même temps, vous avez annoncé, Madame la Ministre, que la modernisation du réseau existant des terres serait la grande priorité du gouvernement pour les années à venir. Elle se concrétisera dans le projet de loi d'orientation présenté en avril prochain. Une importance toute particulière, Madame la Ministre, devra cependant être accordée à la mobilité infrarégionale. Je ne vous rappellerai pas comme exemple bien connu de vous-même et de moi-même la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat. On y circule pour l'instant à 40 km/h. Ma question sera la suivante. Au-delà des réflexions menées en 2017, dont les conclusions seront connues prochainement, et de cette loi sur la mobilité envisagée en avril 2018, quelles sont les mesures concrètes, à court terme,
qui permettront à des usagers comme moi-même d'être assurés de la fiabilité des horaires, de l'assurance de la sécurité et d'une information sûre et rapide lors d'événements exceptionnels. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Elisabeth Borne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Cazeau, alors la section Libourne-Bergerac que vous venez d'évoquer fait partie des nombreuses lignes régionales qui souffrent d'un défaut d'entretien et d'investissement depuis des années. Et vous le savez, alors qu'au cours des 18 derniers mois, nous avons inauguré 4 lignes à grande vitesse, ce sont plus de 5300 kilomètres de réseau qui font l'objet de ralentissements du fait de ce sous-entretien et de ce sous-investissement. C'est dans ce contexte que le gouvernement a affirmé sa priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux. Et je ne me risquerai pas à vous dire que nous allons régler en quelques mois des décennies de sous-entretien et de sous-investissement. Mais en 2018, ce sont 5,2 milliards d'euros qui vont être consacrés par SNCF Réseau à cette priorité. Et par ailleurs, 1,5 milliard d'euros sont prévus pour les lignes secondaires dans le cadre des contrats de plan État-région. Pour autant, ces ressources ne permettront pas de traiter l'ensemble des lignes qui connaissent aujourd'hui des difficultés. C'est pour ça qu'un travail spécifique est engagé au sein de la région Nouvelle-Aquitaine et devra sans doute être conduit de façon identique dans d'autres régions pour définir des priorités. Et la ligne que vous mentionnez, donc notamment la section Libourne-Bergerac, je n'en doute pas, sera retenue parmi les lignes prioritaires compte tenu de son trafic et de sa compétitivité par rapport aux alternatives possibles par la route. Et il nous faudra aussi optimiser le programme de travaux aujourd'hui évalué à 90 millions d'euros, et c'est le sens des études qui sont engagées depuis la fin de l'année 2017 pour cibler au mieux les travaux sur cette ligne. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination pour trouver des solutions pour ces petites lignes ferroviaires en difficulté. Merci. La parole est à notre collègue Sabine Van Heghe pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur concernant la visite du Président de la République de ce jour à Calais. Cette visite présidentielle intervient dans un contexte très particulier, au moment où 27 associations ont décidé de déférer la circulaire dite Collomb devant le Conseil d'État, circulaire censée faciliter le recensement des personnes dans les centres d'hébergement d'urgence. Ceci remet en cause le principe légal de l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est l'honneur de la France, au nom des droits universels, que de mettre à l'abri toute personne qui en a besoin, quelles que soient ses situations administratives. Les principales associations locales d'aide aux migrants ont annoncé qu'elles boycottaient la rencontre avec le Président de la République prévue ce mardi, lui reprochant un manque d'écoute et de dialogue. Derrière cette opération de communication du Président de la République, derrière cette volonté gouvernementale de lutter contre l'immigration économique et rendre plus efficaces les expulsions des déboutés du droit d'asile, il y a des femmes et des hommes en souffrance qui sont en quelque sorte pris en otage par des enjeux politiques qui les dépassent. Sur ce dossier du droit d'asile, il faut beaucoup moins de démagogie de la part du gouvernement et beaucoup plus de pédagogie. La France est un grand pays qui doit faire face à ses responsabilités, mais évidemment pas toute seule. L'erreur initiale était d'avoir laissé s'installer à Calais 7 à 8 000 personnes dans des conditions d'hygiène, de sécurité, d'abandon épouvantables. Ce qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le centre d'accueil Jules Ferry était à la fois professionnel, surveillé et n'avait pas donné lieu à quelque accident que ce soit. Aujourd'hui, il n'est plus question de réinstaller quoi que ce soit à cet endroit, mais d'avoir un lieu prédestiné où des migrants puissent être secourus, accueillis dans des conditions dignes d'un grand pays moderne. C'est une exigence républicaine. Il est tout aussi indispensable d'obtenir des autorités britanniques que désormais, elles prennent leur part du problème. À Calais, la population attend du gouvernement des réponses quant à ses propres difficultés d'emploi,
de logement, de sécurité. Il faut conclure votre question. Quelles mesures proposez-vous pour répondre à ces difficultés? Je terminerai en disant que nos parents, grands-parents, ont parfois été des réfugiés et que nous ne sommes pas à l'abri de le devenir nous-mêmes demain. Agissons maintenant et redonnons une vie, une dignité à nos frères et sœurs citoyens de la même terre, du même monde que nous. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sabine Van Egg, je la cherche du regard. Merci beaucoup. D'abord, naturellement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est aux côtés du Président de la République à Calais. Bien sûr, cette visite a pour but de rencontrer tous ceux qui travaillent sur le thème de la politique migratoire, élus, associations et forces de sécurité. Bien sûr, je vous rappelle aussi que la semaine dernière, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont reçu l'ensemble des associations qui étaient toutes présentes et qui ont discuté autour du projet de loi qui va venir, bien sûr, prochainement devant les assemblées. Le dialogue existe, le lien est là avec les associations et je voulais le souligner très précisément, Madame. Par ailleurs, il y a deux mots très forts pour définir notre politique en matière d'asile. Humanité, d'abord, efficacité, ensuite. Madame, nous savons que c'est l'honneur de la France que d'accueillir celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre, celles et ceux qui, dans leur pays, sont victimes de persécutions pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. Et Madame, l'accueil inconditionnel des migrants est respecté dans notre pays. Efficacité, car on ne saurait garantir le droit d'asile sans maîtriser les flux migratoires, sans reconduire à la frontière ceux qui ne peuvent pas rester sur le sol français. Je vous rappelle l'augmentation aussi de la demande d'asile. Nous avons dépassé les 100 000 demandes et je vous rappelle qu'il y a eu 85 000 personnes qui ont fait l'objet d'une non-admission à nos frontières. Je tiens à dire ici la confiance qu'avec le ministre d'État, nous avons dans tous les personnels de l'OFII, de l'OFPRA, des préfectures et les policiers qui, tous les jours, sont sur le terrain pour accueillir les migrants et les aider à s'insérer dans notre pays. Merci. La parole est à Madame Brigitte Micouleau pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, en réalité, il s'agit plus d'un appel au secours que d'une question. L'appel au secours des enseignants du lycée Joseph Gallieni de Toulouse, qui accueille 1000 élèves du CAP au bac professionnel et technologique. Mardi dernier, cet établissement était en grève pour dénoncer une situation inouïe qui dure depuis des années et qui ne cesse d'empirer. 150 élèves très difficiles, parfois délinquants, font régner la terreur dans ce lycée. Ils y ont pris le pouvoir. Agressions verbales, menaces, coups, jets de pierre et de canettes à l'encontre du personnel de l'établissement. Humiliation des élèves les plus faibles. Exclusion des filles dans certains espaces de convivialité. Vol. Généralisation de bagarres toujours plus violentes. Déclenchement d'incendies. Tout ceci, bien sûr, sur fond de trafic de drogue. Les surveillants de l'établissement sont aujourd'hui dépassés, épuisés. Les professeurs confient venir travailler la peur au ventre, on les comprend. Ce lycée professionnel est quasiment neuf puisqu'il a été entièrement reconstruit après le drame d'AZF en 2008. Cela démontre bien que le cadre de vie ne suffit pas. La situation de ce lycée n'est malheureusement pas unique en France et l'accueil des élèves particulièrement difficile conduit à remettre en cause les chances de réussite de tous ceux qui, dans ces établissements, souhaitent travailler. Ne croyez-vous pas qu'il est temps, Monsieur le ministre, de prendre à bras-le-corps ce dossier et de poser la question de la création d'établissements d'accueil adaptés à ces situations? Ne croyez-vous pas qu'il convient de repenser en profondeur l'organisation des parcours scolaires pour les élèves les plus difficiles et qu'il puisse faire en sorte que les élèves et professeurs ne vivent plus l'enfer? Merci. Pour vous répondre, la parole est
Au secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, M. Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brigitte Micouleau. Vous relayez, et vous avez utilisé ces mots, ils sont ceux des enseignants, vous relayez un appel au secours. Aujourd'hui, 70 des 135 enseignants se sont mis en retrait parce qu'ils vivent une situation totalement inacceptable, comme vous venez de la présenter. Ce phénomène n'est pas nouveau. Vous l'avez dit, cet établissement a été reconstruit après 2001. Il a normalement une capacité d'accueil de 1400 places et aujourd'hui, les effectifs sont déjà largement inférieurs parce que les tensions qui existent ont amené les services du ministère de l'Éducation nationale à faire des choix. L'année dernière, déjà, des tensions fortes ont existé. Il a fallu déployer sur le site même du lycée les équipes spécialisées de sécurité, l'équipe mobile de sécurité de l'académie qui a été déployée dans l'établissement. Des cellules d'écoute ont été mises en place pour les personnels. Autant de situations que nous avons connues ces dernières semaines et qui se sont renouvelées le jour de la rentrée, le lundi 8 janvier. À la fois, ce que vous avez rappelé, ce que j'évoque en vous répondant, sont autant de faits qui sont totalement anormaux dans un établissement scolaire, qui doit être un lieu de paix, un lieu de calme, un lieu de partage, un lieu d'éducation. Et ces conditions-là, aujourd'hui, ne sont pas réunies. C'est pour cela que l'inspection d'académie et le rectorat ont reçu, dès la semaine dernière, l'équipe de direction pour envisager, avec les autorités des collectivités locales, les moyens d'aménagement nécessaires pour cet établissement. L'inspecteur d'académie et les services du rectorat recevront ce soir l'ensemble des représentants des enseignants pour qu'on puisse trouver une solution pérenne qui permette de retrouver le calme nécessaire à l'apprentissage de ces enseignements. Ces quartiers difficiles que nous connaissons en France ont besoin d'investir massivement dans l'éducation parce que c'est justement la clé de l'émancipation. Et c'est la condition de l'émancipation et de la sécurité de chacune et chacun. Donc bien évidemment, le ministre de l'Éducation nationale est très attentif à ce sujet. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Et pour 2 minutes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais revenir, comme mon collègue tout à l'heure, sur le lancement de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup, qui a été présentée lundi à grand renfort de relais médiatiques, d'échanges et même d'un déjeuner avec des lycéens. Certes, l'ancienne procédure admission post-bac a connu des dysfonctionnements importants et tout le monde est d'accord ici sur l'absolue nécessité d'éviter le recours au tirage au sort pour les admissions dans les filières dites sous tension. Mais dans les injonctions formulées par la CNIL et la Cour des comptes, il n'était nullement fait allusion d'une refonte complète de la plateforme, ni d'ailleurs de la suppression de l'algorithme de tri. Un tel outil est complexe et nécessite suffisamment de temps pour être en adéquation avec les attentes de tous les acteurs éducatifs. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'il suscite de l'inquiétude chez les présidents d'universités qui n'ont pas le temps de mettre en œuvre les parcours pédagogiques personnalisés. Il suscite aussi de l'inquiétude chez les lycéens qui n'ont pas les informations nécessaires à leur réflexion. C'est donc une réforme qui se déroule dans une grande précipitation. Surtout dans le cadre du projet de loi relatif à l'orientation et la réussite des étudiants. Madame la ministre, vous aviez proposé une méthode pour la construction de cette nouvelle plateforme, méthode basée sur le débat parlementaire. Pourtant, la plateforme est déjà lancée avant même l'examen du texte ici au Sénat. Aucun débat de fond ne peut réellement s'instaurer. C'est un véritable déni de démocratie, assez scandaleux en réalité, qui en dit long sur votre considération du Parlement. Madame la ministre, pourquoi nous faire voter une loi que vous avez en réalité déjà mise en application? Comment justifiez-vous que toute modification significative du texte par le Sénat sera systématiquement rejetée? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre interpellation, comme celle qui a été adressée au Premier ministre au début de nos propos, semble nous faire un reproche, celui de ne pas accepter le statu quo. Parce qu'il est évident que si vous nous aviez invités à attendre, comme vous l'avez fait dans la première question et comme vous le faites à l'instant présent, il s'agissait tout simplement de ne pas tenir l'engagement pris par le gouvernement. Parce qu'il y a quelques mois, dans cet hémicycle, vous aviez eu l'occasion d'interpeller le gouvernement sur les mauvaises conditions de rentrée à la rentrée de septembre. Et on a pris un engagement, un seul, devant vous. Le fait que cette rentrée et les conditions de cette rentrée ne se reproduisent pas. Parce que, et vous l'avez dit, et vous le savez tous, le système actuel est injuste.
Le système actuel amène des enfants qui sont passionnés par une profession et qui, du fait du tirage au sort, en sont exclus. Le système actuel est un système sélectif et, comme l'a rappelé le Premier ministre tout à l'heure, c'est un système sélectif par l'échec. Et c'est ce que nous devons, c'est ce que nous voulons refuser. Alors évidemment, on aurait pu attendre et lancer des concertations. On aurait pu se retrouver tous ensemble et réfléchir à la meilleure façon de faire. Évidemment, on aurait pu oublier, Monsieur le Président Retailleau, que les règles constitutionnelles prévoient que dans cet hémicycle, nous adoptions le budget avant le 31 décembre. Et à partir de là, on aurait pu attendre. Et nous aurions donné rendez-vous aux étudiants avec un système plus juste, plus efficace, déterminant pour leur avenir, non pas à la rentrée prochaine, mais à l'année suivante. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je pense qu'il était urgent d'agir. Il était essentiel d'agir. Et je ne doute pas que nous devons, sur ce sujet qui permettra de mettre un terme à un système injuste qui condamne des jeunes au nom d'un libre choix à aller vers l'échec, je ne doute pas que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour débattre de ce texte, l'améliorer et faire en sorte qu'il rentre en vigueur dans les meilleures conditions. Monsieur Piednoir. Il faut arrêter de brandir la menace du statu quo, Monsieur le Ministre, pour balayer toute critique. Pour des questions de calendrier, vous négligez la représentation nationale. Et je le déplore, puisque le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale vont rejeter toutes les propositions de modification du Sénat. C'est une occasion véritablement ratée de dialogue constructif avec la représentation nationale, comme vous l'aviez promis précédemment. Merci. Nous nous retrouverons pour les prochaines questions d'actualité au gouvernement le mardi 23 janvier. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur l'antenne de Public Sénat. Une séance marquée par plusieurs temps forts, notamment sur la question de la suppression de la taxe d'habitation. On retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de la tribune de presse. Tam, c'est une passe d'armes qui a eu lieu entre Jean-Pierre Sueur et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Eh oui, sans contestation possible, c'était là le temps fort de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Cette question sur la suppression de la taxe d'habitation de Jean-Pierre Sueur, sous les applaudissements généralisés de l'hémicycle, tout comme sa réplique, et puis la réponse de Bruno Le Maire, lui, qui a dû s'exprimer sous le chahut généralisé de l'hémicycle. Il faut dire que Jean-Pierre Sueur avait, lui, fait preuve d'humour en posant sa question lorsqu'il a pointé du doigt ce qu'il a vu comme une contradiction entre les propos de Jacqueline Gourault, et tout le monde les a interprétés comme tels, qui aurait parlé d'un nouvel impôt pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Et lorsque Bruno Le Maire et Édouard Philippe ont dit que pas du tout. Alors Bruno Le Maire a lui répondu en 3 points. Eh bien oui, on peut compenser la suppression de la taxe d'habitation en réduisant la dépense publique, premièrement. Ensuite, deuxièmement, en réaffectant un nouvel impôt national, ou bien encore en refondant la fiscalité locale. Eh bien, les 2 derniers points ont été interprétés par Jean-Pierre Sueur comme une forme d'augmentation ou bien de nouvel impôt. Il faut bien trouver 19 milliards d'euros quelque part, a-t-il dit. Seulement 8,5 milliards a estimé Bruno Le Maire de son côté, pour qui eh bien, cet impôt reste très inéquitable pour les contribuables. Autre temps fort, eh bien, les 2 échanges qu'il y a pu avoir sur Parcoursup. On a entendu à l'instant Christophe Castaner dire qu'il ne fallait pas rester un statu quo. Le tirage au sort, tout le monde estimait que c'était une très mauvaise solution. Et puis on a aussi eu la réponse qu'on n'attendait pas forcément du Premier ministre Édouard Philippe, qui a répondu au communiste Fabien Gay, qui a parlé de sélection sur ce sujet. On sait qu'en matière d'enseignement supérieur, sélection, c'est souvent un mot tabou. On parle d'ailleurs d'attendu pour cette réforme, mais lui a bien dit qu'aujourd'hui, il y avait une sélection par l'échec, et que ce que propose le gouvernement, eh bien, c'est une nouvelle orientation. Mais voilà, à gauche, ce que l'on attend, c'est un investissement d'1 milliard d'euros. Merci à vous, Tam, pour ce compte-rendu. On continue l'analyse et le décryptage de cette séance avec mes invités en plateau. J'accueille François-Noël Buffet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Face à vous, Jean-Yves Lecomte. Vous êtes sénateur socialiste. Vous représentez les Français établis hors de France. Avec vous, messieurs, on va parler de cette visite d'Emmanuel Macron à Calais. On va d'ailleurs retrouver Quentin Calmet sur place. Vous avez suivi, Quentin, cette visite présidentielle. Cet après-midi, Emmanuel
Emmanuel Macron a rencontré les élus locaux. Vous êtes d'ailleurs avec le sénateur Les Républicains de ce département, Jean-François Rapin. On écoute sa réaction. Jean-François Rapin, sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce discours, en particulier sur les questions de l'accueil ici des migrants à Calais? Alors, d'abord, c'est un discours et je pense que le président de la République s'est exprimé sur plusieurs domaines. D'abord, celui de la nation en tant que tel, en nous faisant un rappel à la loi, d'ailleurs rappel à la loi à la fois aux forces de sécurité, précisant qu'il ne fallait pas les attaquer au travers de la diffamation, entre autres, mais qu'il était attentif à leurs actions sur le terrain et qu'il ne fallait pas justement d'exactions, et en tout cas il y serait attentif. Au deuxième plan, il a interpellé aussi le président du conseil régional en disant que l'État serait aux côtés de la région. Donc là, à ce sujet, on demande bien sûr des actions. Nous étions sur un discours. Maintenant, nous verrons ce que seront les actes. Le département, bien sûr, a été aussi interpellé au travers notamment la politique des mineurs à sauvegarder, et bien sûr la ville de Calais et l'agglomération en tant que telle. Et on a entendu quelques annonces en fin de discours disant que l'État serait aux côtés de la ville, notamment sur le contrat de développement du Calaisis. Quel est votre sentiment général? Est-ce que vous êtes satisfait à l'issue de ce discours? Comme je vous le disais, c'était un discours, donc maintenant j'attends les actes. Moi j'ai assisté ici effectivement au discours de Bernard Cazeneuve il y a quelques années où il annonçait le démantèlement de la jungle. Le démantèlement de la jungle est venu. Aujourd'hui, le président a annoncé quelques actions, notamment financières et en termes d'accueil des migrants, en augmentant le dispositif. Il faudra voir s'il est tenable. D'une façon plus générale, Emmanuel Macron a défendu l'équilibre de son futur projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Est-ce que l'équilibre entre autorité et humanité, il est au rendez-vous selon vous? Oui, nous le verrons dans le débat parlementaire. Il y aura bien sûr des discussions fortes. Il a annoncé quelques grands engagements, notamment sur les durées de rétention, en disant qu'il était important effectivement d'avoir une harmonie entre les différents États de l'Europe et les États limitrophes. Je crois que ce sera à respecter. Nous serons bienveillants au Sénat sur le texte, mais en tout cas vigilants. Merci beaucoup Jean-François Rapin, sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais. Merci à vous, Quentin. Vous étiez sur place avec Olivier Molinari. François-Noël Buffet, est-ce que vous diriez, on vient d'entendre votre collègue Jean-François Rapin, que finalement la situation s'est quand même améliorée à Calais? Le gouvernement finalement se félicite que depuis le démantèlement de la jungle, le nombre de migrants a fortement baissé. Oui, incontestablement, les faits sont là. Il y a moins de monde à Calais qu'il y en a eu. Je rappelle qu'on a été jusqu'à 9 à 10 000 personnes. Mais combien de temps aura-t-il fallu pour enfin être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui d'ailleurs, à titre de comparaison, est un peu inférieure à celle de Sangatte à l'époque. Donc on peut constater cela de façon positive. Moi, je redis simplement que ça a mis beaucoup de temps, et de mon point de vue, beaucoup trop de temps, et les élus du Calaisis et la population ont souffert sans doute trop longtemps. Ces choses faites, il faut veiller maintenant à ce que la situation continue de s'améliorer et à ce que les engagements qui sont, semble-t-il, pris, et je rejoins ce que dit le sénateur Rapin, il y a eu un discours. Il nous faut des actes, et des actes précis, en tous les cas, pour ce territoire qui a beaucoup souffert et qui, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, peut continuer d'être sous l'emprise migratoire, car les choses ne sont pas terminées, loin de là. On va y venir dans un instant. Votre réaction, Jean-Yves Lecomte, notamment à cette visite très scrutée. Est-ce que la portée de cette visite du président à Calais, la première depuis son élection, est affaiblie par le boycott des associations notamment ? Il y a eu les associations ont été particulièrement inquiètes d'un certain nombre de faits et d'actions depuis le mois de décembre. D'une part, la circulaire de Gérard Collomb sur les centres d'accueil qui finalement remet en cause l'inconditionnalité de l'accueil dans les centres. Et qui est une rupture profonde par rapport à nos traditions. Une deuxième chose, c'est le texte sur l'asile européen qui est actuellement soumis au Sénat et dont nous discuterons demain en commission, et qui là remet en cause un autre principe. C'est le fait que des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire parce qu'elles sont demandeurs d'asile pourraient demain être placées en centre de rétention. Deuxième rupture. Et bien entendu, ceux qui sont favorables à une politique d'asile ouverte et résolue et à un respect complet de la Convention de Genève ne peuvent pas accepter ces ruptures. Et à la sortie, une inquiétude beaucoup plus large sur finalement à quel prix le président de la République souhaite-t-il faire sa refondation de l'Europe. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il est prêt à faire la refondation de l'Europe avec M. Orban
au détriment de nos principes sur l'asile. Ouais. On va venir sur l'aspect urbain dans un instant. François-Noël Buffet, la fermeté est-elle compatible avec l'humanité, avec ce devoir d'humanité? C'est ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Sur le principe, moi j'en suis parfaitement d'accord. Je me souviens d'un rapport que j'avais commis dans cette maison en disant pour une politique migratoire ferme mais juste. La question ensuite, ce ne sont pas les mots, ce sont ce que l'on met derrière les mots. Et c'est quoi la fermeté? La fermeté, c'est d'être extrêmement clair à l'égard de ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire pour qu'ils soient reconduits dans leur pays d'origine. Ça, on doit se donner les moyens. Au budget 2018, nous l'avons démontré, ce budget-là est en baisse de 7%. C'est donc pas une volonté politique claire du gouvernement. Bien sûr que la justice, c'est quoi? C'est des procédures respectueuses des droits des demandeurs, naturellement. C'est des conditions d'hébergement et d'accueil qui soient correctes parce que nous n'avons pas affaire à des colis, nous avons affaire à des personnes, et ça c'est important. Et c'est surtout, et pour moi encore plus important, des conditions et des moyens d'intégration extrêmement forts qui sont actuellement insuffisants. Donc, au-delà des déclarations sympathiques, il faut le dire, sympathiques, il y a des actes que je ne retrouve pas en tous les cas dans tous les secteurs. Et donc, j'allais presque dire qu'au président de la République, il faut faire vos preuves, mais vos preuves dans tous les secteurs de la politique migratoire, à défaut, ce sera une fois de plus des effets d'annonce. Avant de vous donner la parole pour votre réponse, Jean-Yves Lecomte, vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retourne salle des conférences pour une réaction à l'actualité. Saveria Rojek, vous êtes avec la présidente de la Commission de la Culture, Catherine Morin-Desailly. Une réaction aux propos de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Dans le journal Le Monde, elle appelle Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, à tirer les conséquences de sa condamnation pour favoritisme. Bonjour Catherine Morin-Desailly. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui appelle Mathieu Gallet, le patron de Radio France, à tirer les conséquences de sa condamnation hier pour favoritisme. Est-ce que vous êtes, en clair, à démissionner, est-ce que vous êtes d'accord? Alors d'abord, il faut souligner qu'une condamnation en justice n'est jamais définitive. Mathieu Gallet a fait appel. Il n'en demeure pas moins qu'il faut se poser la question de l'entreprise, parce que finalement, ce qui est important, c'est l'entreprise publique. Et à cet égard, c'est certain que tout ça est un peu fragilisé. Il appartient en réalité au CSA. C'est lui qui détient le pouvoir de révoquer, puisque c'est lui qui a le pouvoir de nommer de par la loi. Et dans le texte de loi, il est prévu des cas où le CSA examine la possibilité donc de retirer quelque part la responsabilité à la présidence d'une entreprise publique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la position de Mathieu Gallet n'est plus tenable aujourd'hui? Le CSA devra en tout état de cause jouer son rôle, puisque c'est prévu par la loi, puisque la ministre s'est elle-même prononcée, puisque nous sommes aussi dans un contexte de moralisation de la vie politique et publique. Par conséquent, donc le CSA ne pourra pas échapper à cette réalité qui est de regarder l'intérêt avant tout. Ce qui est important, c'est l'intérêt de l'entreprise publique dans un moment éminemment stratégique qui est la préparation de la réforme de l'audiovisuel public. Absolument. Justement, le Sénat et vous y avez grandement contribué, grandement travaillé. L'exécutif s'apprête à lancer ce grand chantier sur l'audiovisuel public. Que pouvez-vous nous dire, vous, sur cette Nous, ça fait réforme? belle lurette que nous l'avons lancé. J'y ai tenu beaucoup ces 3 dernières années. Nous avons fait des propositions extrêmement précises d'une réforme systémique de l'audiovisuel qu'il est temps de faire, parce que si on regarde dans les pays voisins européens, ils ont déjà lancé leur réforme et fait leur réforme. Et dans le monde dans lequel nous sommes entrés, ce monde numérique avec des nouveaux acteurs extrêmement puissants, il faut moderniser notre audiovisuel public et faire en sorte aussi qu'il se différencie toujours plus des chaînes dites commerciale. Donc nous sommes au taquet et nous engageons même des travaux supplémentaires de prospective. Catherine Morin-Desailly, très rapidement, vous auditionnez demain Frédérique Vidal sur la réforme de l'orientation et de réussite Tout à fait. Des étudiants. C'est le titre de ce futur projet de loi. De la même manière, que pouvez-vous nous dire sur cette future réforme? Elle était importante, elle était attendue. De la même manière, nous avions beaucoup travaillé à cette réforme de l'orientation des élèves à l'université. Il était plus que temps parce que le système implose littéralement. Vous savez que le cadre juridique qui entourait cette fameuse plateforme APB post-bac s'est effondré. Par Parcoursup. Voilà, s'est effondré. La CNIL d'ailleurs l'a dénoncé. Donc il y a urgence à réformer pour pouvoir organiser la rentrée prochaine. C'est certain, nous y prendrons toute notre part. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Catherine Morin-Desailly. Merci Bonne d'avoir soirée. répondu à la question. Merci beaucoup.
Merci à vous, Saveria. Jean-Yves Lecomte, il y aura un sommet franco-britannique jeudi. On sait que le gouvernement français veut renégocier les accords du Touquet, ou du moins, Gérard Collomb demande un accord additionnel pour une meilleure prise en charge de la part de la Grande-Bretagne des migrants. Est-ce que vous pensez que Theresa May y est prête à cette renégociation? Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Et en particulier, nous étions dans un déplacement à Lille la semaine dernière et nous avons constaté que la France a réussi à faire en sorte que la Grande-Bretagne prenne une partie des mineurs seuls qui étaient sur la région Nord-Pas-de-Calais et qui avaient de la famille en Grande-Bretagne. Et je crois que c'est sur ces aspects-là qu'il faut effectivement que la coopération entre la Grande-Bretagne et la France progresse. Mais d'une manière plus générale, il est absolument essentiel, d'une part, de constater que dans le monde actuel, on ne pourra pas faire contre l'immigration. Il faut que notre pays s'adapte. Il faut que notre pays s'adapte, et dans la mesure où nous sommes dans l'espace Schengen, et c'est une force pour pouvoir s'adapter et faire face à ce défi ensemble, nous devons avoir une politique européenne du début à la fin, qui soit une politique complètement coordonnée. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de prétendre devant les opinions publiques avoir des politiques migratoires ou d'asile qui ne sont pas coordonnées et qui ne sont pas cohérentes entre elles. Faire travailler des gens, remettre en cause des droits, enfermer des gens qui sont en situation régulière, pour les envoyer de Lille à Düsseldorf, pour qu'ils reviennent une semaine après, c'est pas de l'efficacité, c'est ubu. Et c'est la situation actuelle. Et pour ça, il faut rapidement mettre en place une agence européenne de l'asile et faire en sorte que l'ensemble des pays qui sont dans la zone Schengen soient tous à égalité des pays qui respectent la Convention de Genève. Et à partir de là, on pourra progresser. Là aussi, sur le sort des Dublinés, Emmanuel Macron en a parlé. Il a dénoncé un système de yo-yo permanent. On peut remettre à plat à la fois ce système et aussi demander une renégociation des accords. Au-delà de toute polémique sur ce qu'on appelle les Dublinés, il est clair que le système qui a été imaginé, les accords de Dublin, pour des flux migratoires, on va dire, classique, assez modeste, ne résiste pas à la crise que nous vivons et à des flux très importants. Donc il faut repenser Dublin. Il est vrai que la semaine dernière, nous étions à Bruxelles et les discussions européennes ont débuté sur ce sujet-là. Elles sont difficiles. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'elles sont difficiles à l'échelle européenne. Tout le monde est bien conscient qu'il faut qu'elle évolue, mais il faut mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est une des problématiques de la politique migratoire. Nous avons des textes nationaux, des volontés nationales, et il y a en réalité un territoire européen qu'il faut mener en même temps, et on a déjà beaucoup de retard. Mais force est de constater aussi que l'Europe a été très en retard pour gérer cette crise migratoire, et qu'elle est en train d'essayer de rattraper le temps avec beaucoup de difficultés, parce que ce sont des sujets évidemment difficiles. Mais le système Dublin, si on doit être tout à fait objectif, doit être impérativement repensé. Il doit fonctionner dans l'état où il est. C'est le texte de demain, parce qu'il faut bien faire avancer les choses. Mais la sortie ou la vérité, elle sera vers un Dublin nouveau, repensé et retravaillé. Eh bien, merci. Totalement François-Noël Buffet. Merci Jean-Yves Lecomte. Rendez-vous donc demain en commission. On ne peut pas mettre en place, on ne peut pas laisser les pays du Sud être responsables de l'asile. Merci Jean-Yves Lecomte. On va retrouver Saveria Rojac pour une dernière réaction en direct de la salle des conférences, puisque vous êtes avec le sénateur Les Républicains du Calvados, Pascal Alizard. Il accueille aujourd'hui une délégation de parlementaires pakistanais. Absolument, Pascal Alizard qui reçoit donc une délégation en sa qualité de président du groupe d'amitié France-Pakistan. Quelle a été la teneur de vos échanges avec ces parlementaires pakistanais ? Les relations sont nouées depuis 3 ans maintenant, mais c'est leur première visite en France et avec un pays qui est un grand pays, avec lequel les relations malheureusement s'étaient distendues. Donc on essaye de renouer des relations plus étroites, plus cordiales. On travaille essentiellement sur 3 sujets. Les problématiques culturelles, ça réunit. On travaille aussi sur des problématiques économiques. Je pense à la santé animale, à la santé humaine aussi. Il y a des vrais projets. Et puis sur les sujets éducatifs. Très rapidement, monsieur le sénateur, les États-Unis ont retiré récemment des milliards, 2 milliards d'euros d'aide au Pakistan, car ils jugent qu'Islamabad joue un double jeu en matière de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'ils se trompent ? Est-ce que Washington se trompe ? Oui, je pense que Washington se trompe et n'est pas très beau joueur sur ce sujet, parce qu'on sait très bien que ce qui se passe sur les frontières, sur les zones tribales, c'est aussi la conséquence de ce qui s'y est passé il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, avec effectivement les Russes. Ouais. Et Paris a un rôle à jouer. Je pense que Paris a un rôle à jouer. C'est aussi ce que nous essayons de faire au titre de la diplomatie parlementaire. Tout simplement parce qu'il faut à un moment ou à un autre
pour cesser effectivement ces doubles jeux et non pas ce double jeu et rétablir des relations normales. Très bien, merci beaucoup. Merci Pascal Élizard d'avoir répondu aux questions. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, Saveria, pour cette dernière réaction. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, édition spéciale à partir de 18h à l'occasion des vœux du président du Sénat, Gérard Larcher.